Voici une présentation du jeu Le Parrain, l'Empire de Corleone. Vous trouverez dans le jeu un livret de règles richement illustré. Au dos de ce livret, vous aurez un résumé des règles que vous pourrez garder à vos côtés pendant la partie pour ne rien oublier. Une carte de New York et de ses 7 quartiers. Une boîte dans laquelle vous devrez déposer votre argent et vos missions effectuées. Parmi ces cartes, vous avez des cartes argent, 1 $, 2 $, 3 $, 5 $. Il est impossible de faire de la monnaie sur une carte que vous avez. 5 $ ne peut être échangé contre 3, 2 ou 1 $. Si au cours de la partie, une carte argent n'est plus disponible, vous devez prendre la carte de valeur immédiatement inférieure à la carte manquante. Vous avez des cartes marchandises illégales. Donc les cartes alcool, argent sale, arme à feu et drogue. La carte drogue est en fait une carte joker qui permet de remplacer n'importe laquelle des 3 autres cartes. Vous avez 4 types de cartes boulot, toutes ayant le même dessin. Vous avez les cartes vertes, bleues, grises et jaunes. Toutes les cartes boulot sont composées de la façon suivante. Vous avez en haut le nom. Sur la gauche, vous avez la marchandise illégale requise pour effectuer le boulot. Et en bas, vous avez la récompense associée au boulot effectué. Donc vous aurez un petit texte explicatif d'une action que vous pourrez effectuer et une récompense monétaire que vous pourrez récupérer dans votre main. Les boulots verts seront systématiquement associés à l'argent sale. Vous devrez disposer d'un argent sale, de 2 argents sales ou de 3 argents sales pour effectuer les boulots. Les boulots vous rapporteront 3 $, 2 fois 2 $ ou 2 fois 3 $. Les boulots gris sont associés aux armes à feu. Ce sont les boulots qui vont vous permettre de tuer vos adversaires. À nouveau, une arme à feu, 2 armes à feu, 3 armes à feu, récompense 3 $, 2 fois 2 $, 2 fois 3 $. Les boulots jaunes sont associés à l'alcool. 1 alcool, 2 alcools, 3 alcools pour à nouveau un gain de 3 $, 2 fois 2 $, 2 fois 3 $. Il n'existe qu'un seul type de boulot bleu. Pour ces boulots bleus, vous devrez avoir une marchandise de chaque couleur et ces boulots vous rapporteront 5 $ systématiquement. Rappelez-vous qu'une carte drogue peut remplacer n'importe laquelle des marchandises pour effectuer vos boulots. Les dernières cartes sont les cartes alliées. Vous allez avoir 3 paquets de cartes alliées, un pour l'acte 1, un pour l'acte 2 et un pour l'acte 3. Vous avez des tuiles à faire, des tuiles bleues et des tuiles rouges. Les tuiles bleues seront utilisées plutôt en début de partie et les tuiles rouges plutôt en fin de partie. Dans le parrain, 2 à 5 joueurs contrôlent chacun une famille différente qui cherche à étendre son emprise sur le New York des années 50. Pour chaque famille, un lot de figurines au socle d'une couleur donnée. Chaque famille se compose de 3 membres de famille à la base ronde et de 3 hommes de main à la base carrée. Les 3 figurines à base carrée d'hommes de main seront utilisées uniquement pour les parties à 2 joueurs. Pour les parties de 3 à 5 joueurs, seulement 2 hommes de main seront utilisés lors de la partie. Pour savoir quelle famille contrôle un territoire, chaque famille possède 9 marqueurs de contrôle qui seront disposés sur la carte au cours du jeu. 3 figurines sont en fait des marqueurs de la temporalité du jeu. La figurine tête de cheval indique le premier joueur. La figurine du parrain indique l'acte joué. La figurine de la voiture de police indique à quelle phase de l'acte vous en êtes. Vous avez également à disposition 3 figurines alliées. La carte de New York se compose de 7 quartiers. Le quartier numéro 1, le quartier de Wall Street. Le quartier numéro 2, Brooklyn. Numéro 3, Upper East Side. Numéro 4, le Queens. Numéro 5, Upper West Side. Numéro 6, Midtown. Et numéro 7, Chelsea. Chaque quartier contient 2 cases à faire. Une case à faire déjà remplie et une case à faire vide. Ces cases à faire vides vont être remplies avec les tuiles à faire que vous allez disposer au cours de la partie. Lors des parties à 4 joueurs, vous devez commencer avec une case à faire dans le quartier de Wall Street. Numéro 1. Lors des parties à 5 joueurs, vous devez commencer la partie avec une tuile à faire dans le quartier de Wall Street, une tuile à faire dans le quartier de Brooklyn et une tuile à faire dans le quartier de l'Upper East Side.
Ainsi, dans une partie à 5 joueurs, vous aurez déjà 3 quartiers avec 2 affaires. Dans une partie à 4 joueurs, vous aurez un quartier avec 2 affaires. Et dans une partie de 3 joueurs ou 2 joueurs, vous aurez aucun quartier avec 2 affaires. Tous les quartiers ne contiendront qu'une seule affaire. Le parrain se joue en 4 actes. À la fin d'un acte, vous allez avancer le parrain pour passer à l'acte suivant. Ici, vous passez à l'acte 2, à l'acte 3 et à l'acte 4. Chaque acte se joue en 5 phases. La voiture de police vous permet de suivre l'état d'avancement des phases dans l'acte. Lors des actes 1, 2 et 3, vous aurez la possibilité de corrompre des alliés dans la phase corruption. Au début de l'acte correspondant, vous devrez mélanger votre paquet de cartes alliées et les disposer selon le nombre de joueurs. Pour 2 joueurs, vous aurez un allié disponible. Pour 3 joueurs, 2. Pour 4, 3. Et pour 5, 4. Dans le parrain, vous allez devoir effectuer des boulots. Les boulots de votre main sont réalisables uniquement par vous. Par contre, en début de partie, après avoir mélangé les cartes boulots, vous allez rendre des boulots visibles. Ce sont les boulots publics. Pour 2 joueurs, vous aurez 2 boulots publics. Pour 3 et 4 joueurs, 3 boulots publics. Et pour 5 joueurs, 4 boulots publics. Ces boulots sont réalisables par tous les joueurs. Lorsqu'un joueur effectue un boulot, il récupère la carte boulot et la place dans sa mallette. Les boulots non effectués restent en place tout au long de la partie, et un boulot qui aura été effectué et dont la case sera vide sera remplacé entre 2 actes. Chaque joueur reçoit une main de 5 cartes. Dans ces 5 cartes, une carte de 1 $, une de 2 $, une de 3 $, et 2 cartes boulot. Les autres joueurs n'ont aucun moyen de savoir quelles sont les cartes argent ou boulot de la main du joueur. Chaque joueur démarre la partie avec un personnage de famille et 2 hommes de main. Pour les parties à 2 joueurs, ajoutez un 3e homme de main. Chaque joueur possède sa mallette et le premier joueur reçoit le jeton tête de cheval. Les 2 autres personnages de famille d'une famille seront récupérés lors des actes 2, comme inscrit ici, et 4. Vous pouvez dès à présent disposer les tuiles bleues en face de l'acte 1 et 2 et les tuiles rouges en face de l'acte 3 et 4. En effet, ce sont les tuiles bleues qui seront utilisées lors de l'acte 1 et 2 et les tuiles rouges lors de l'acte 3 et 4. Réalisez une pioche face cachée des boulots. Lorsqu'un boulot est défaussé, il l'est de façon visible. Réalisez également une pioche visible de chacune des cartes 5 $, 3 $, 2 $, 1 $, ainsi que des différentes marchandises illégales. Répartissez vos alliés selon l'acte 1, 2 et 3. En début d'acte 1, disposez le nombre d'alliés souhaités en fonction du nombre de joueurs, en bas du plateau. Faites de même à l'acte 2, puis à l'acte 3. Disposez également vos 3 figurines d'alliés entièrement grises sur le côté du plateau. En début de partie, n'oubliez pas les boulots publics. Vous devez disposer un certain nombre de boulots en fonction du nombre de joueurs sur le côté du plateau. Le but du parrain est de se faire un maximum d'argent que l'on disposera dans sa mallette. Certaines cases à faire vous permettent de récolter directement de l'argent. Les alliés peuvent vous permettre de récolter également de l'argent et vous pouvez en avoir en effectuant les différents boulots. Pour effectuer un boulot, vous allez devoir payer des marchandises. Ces marchandises sont récupérables dans les cases à faire. Lorsque vous effectuez un boulot, vous défaussez les 2 cartes de votre main correspondant aux ressources nécessaires pour faire le boulot. Vous gagnez l'argent inscrit sur le boulot que vous ajoutez à votre main et vous disposez le boulot dans votre mallette. Ce boulot vous permettra en fin de partie de gagner des points de bonus si vous êtes le joueur à avoir réalisé le plus de boulots d'une même couleur. En fin de partie, les boulots d'une même couleur sont comptabilisés et le joueur ayant réalisé le plus de boulots d'une même couleur gagne 5 $. En cas d'égalité sur une même couleur, les 2 joueurs gagnent 5 $. En fin de partie, un compte des marqueurs de contrôle sur chaque quartier sera effectué et les joueurs ayant majoritairement contrôlé un territoire recevront un bonus de 5 $. Si 2 joueurs ont contrôlé de façon identique un territoire, ce sera le joueur dont le marqueur de contrôle a été placé en dernier qui gagnera
les 5 $ correspondants. La première phase d'un acte est l'ouverture d'une nouvelle affaire. Donc pour les actes 1 et 2, ce seront des affaires bleues, et pour les actes 3 et 4, ce seront des affaires rouges. Les affaires sont disposées dans le quartier au plus petit chiffre dont la case affaires est disponible. À 2 et 3 joueurs, la première affaire sera disposée dans le quartier numéro 1. À 4 joueurs, le quartier numéro 1 est déjà occupé par une affaire. Vous allez donc devoir installer une nouvelle tuile dans le quartier numéro 2 lors du premier acte. Au deuxième acte, vous l'installerez dans le quartier numéro 3. Attention, à 5 joueurs, le quartier numéro 3 est déjà occupé par une affaire. Dans ce cas, au premier acte, vous mettrez une affaire dans le quartier numéro 4 et au deuxième acte, une affaire dans le quartier numéro 5. Une fois la nouvelle affaire ouverte, on passe à la phase 2, qui sont les affaires de famille. C'est à ce moment-là que vous allez pouvoir récupérer des marchandises et de l'argent ou pouvoir disposer de l'argent dans votre mallette. Vous allez pouvoir jouer un homme de main. Un homme de main à la section carré. Vous jouerez un homme de main en le plaçant dans un des emplacements carrés des affaires. Lorsque vous placez un homme de main, vous raquettez directement une affaire et vous récoltez ici une arme que vous pouvez ajouter à votre main. Lors des actes 2, 3 et 4, certains territoires seront contrôlés par des joueurs. Si un joueur vient à raqueter directement une affaire, que ce soit en plaçant un homme de main ou par une carte qui lui permet de raqueter une affaire directement sans utiliser d'homme de main, la personne qui raquette directement aura la récompense du racket, mais également la personne qui contrôle le quartier. Si un homme de main est déjà présent sur une affaire, un autre joueur ne peut pas venir raqueter la même affaire. Il va devoir disposer son homme de main sur une affaire libre du plateau. Le joueur peut choisir de ne pas jouer d'homme de main, mais de jouer un membre de la famille. Dans ce cas, il devra le disposer sur un des emplacements circulaires du plateau. Ces emplacements lui permettent d'être adjacents à plusieurs quartiers différents. Ici par exemple, le personnage de famille est adjacent au quartier 6, 7 et 1. Le joueur ne va pas jouer la partie qui se situe en bas de l'affaire, mais la partie qui se situe en haut de l'affaire. Le joueur va pouvoir jouer sur les 3 quartiers auxquels il est adjacent et raqueter indirectement toutes les affaires qui se situent dans ce quartier. Ici, il y a 4 affaires, mais vous pouvez avoir jusqu'à 6 affaires pour ces 3 quartiers. Ainsi, le joueur va récolter une arme, il va pouvoir disposer une carte argent dans sa mallette. Ici, il va pouvoir disposer une carte argent dans sa mallette. Et là, il va piocher 2 boulots, en choisir un et défausser l'autre. Toutes les cartes récoltées sont ajoutées à la main du joueur. À son tour, le joueur vert peut décider de ne pas placer de figurines sur le plateau. À ce moment-là, il regarde dans sa main. Il peut jouer un allié s'il en dispose d'un, ou effectuer un boulot s'il dispose des ressources nécessaires pour effectuer ce boulot. Il peut effectuer un boulot de sa main ou un boulot qu'il y a sur les côtés du plateau. Lorsqu'un allié est joué, le joueur doit disposer la carte face visible devant lui. Il pourra la récupérer juste avant la dernière phase. Lorsqu'une figurine est assassinée, elle est couchée dans le fleuve Hudson et ne peut être récupérée sous aucun prétexte. Même si une de vos cartes vous dit que vous pouvez récupérer une figurine du plateau, il ne s'agit pas des figurines mortes dans le fleuve. Ces figurines pourront être récupérées seulement entre 2 actes. Attention, pour jouer un allié ou un boulot, il faut impérativement avoir encore une figurine non jouée sur le plateau. À partir du moment où un joueur a toutes ses figurines disposées sur le plateau, son tour s'arrête. Les autres joueurs terminent leur tour jusqu'à ce que tous les joueurs n'aient plus de figurines. À ce moment-là, on passe à la phase suivante. Une fois que tous les joueurs ont disposé toutes leurs figurines sur le plateau, la phase affaires de famille s'arrête. On passe alors à la phase suivante, la phase guerre de territoire, qui va permettre de savoir quels sont les quartiers contrôlés par quel joueur. Vous allez devoir maintenant procéder à la guerre de territoire quartier par quartier en démarrant par le premier, puis le deuxième, puis le troisième, et ainsi de suite. Ici, nous allons nous concentrer sur les quartiers 1, 6 et 7 pour vous indiquer comment on procède. Chaque figurine, que ce soit une figure de famille ou une figure
d'hommes de main ont une influence de 1. Dans le quartier de Wall Street, quartier numéro 1, nous avons 2 figures jaunes pour une figure verte. Le contrôle du quartier est donc attribué au joueur jaune, qui place son marqueur de contrôle dans l'espace prévu à cet effet. Dans le quartier 6, nous avons une influence pour le joueur rouge, une influence pour le joueur jaune et une influence pour le joueur vert. Lors d'une égalité, aucun joueur ne contrôle le territoire. Pour le quartier 7, nous avons une influence de 2 pour le joueur vert et de 1 pour le joueur jaune. Le joueur vert a donc plus d'influence que le joueur jaune dans ce territoire qu'il peut alors contrôler. Remarquez ici que les figures d'hommes de main n'ont d'influence que dans le quartier dans lequel l'affaire est installée, alors que les membres de famille ont une influence sur tous les quartiers adjacents à leur cercle. Attention, il est possible que vous ayez placé sur le plateau des alliés, ici le policier et le maire. Ces alliés, au moment de la guerre de territoire, représentent la faction neutre. Cette faction aura également une influence par figurine. Si la faction neutre est égalité en influence avec un joueur, personne ne marque de marqueur de contrôle sur le territoire. À l'acte suivant, vous devrez à nouveau faire une guerre de territoire. À ce moment-là, des marqueurs contrôle seront déjà en place. On peut voir qu'à présent, le joueur vert contrôle Midtown, avec 2 influences contre une influence pour les rouges et une influence pour les jaunes. Le joueur rouge contrôle lui à présent Chelsea, avec 2 influences pour lui, une influence pour le joueur vert et une influence pour le joueur jaune. Cependant, un marqueur de contrôle vert est déjà présent sur le plateau. Le joueur rouge va disposer sur le marqueur vert son marqueur de contrôle. C'est à présent lui qui contrôle le territoire, donc c'est lui qui recevra les bénéfices des raquettes directes. Le joueur jaune, quant à lui, contrôle toujours Wall Street. Il ajoute à nouveau un marqueur de contrôle jaune sur son premier marqueur de contrôle jaune. En fin de partie, les marqueurs de contrôle seront comptabilisés. Un joueur ayant le plus de marqueurs de contrôle sur un quartier remportera un bonus de 5 $, même s'il n'est pas le dernier joueur à avoir eu le contrôle sur le quartier. S'il y a une égalité entre 2 joueurs, ce sera alors le dernier joueur à contrôler le quartier qui remportera les 5 $. Central Park n'est pas un quartier que l'on peut contrôler. Il s'agit simplement d'une zone qui peut être rackettée indirectement par les membres de famille afin de disposer une carte d'argent et une seule dans sa mallette. Une fois que le contrôle sur les territoires a été déterminé, nous allons passer à la phase suivante, qui est la phase de corruption pour pouvoir acquérir un allié. Afin de récupérer un allié, chaque joueur va devoir miser secrètement une partie de l'argent présent dans sa valise. Ici, le joueur rouge mise 1 $ qu'il dispose dans le capot de sa valise. Le joueur jaune va miser 3 $. Et le joueur vert, 2 $. Les joueurs révèlent leur mise aux autres joueurs. Le joueur jaune est celui qui a parié le plus. Il va pouvoir choisir en premier. Il va choisir, mettons celui-ci, qu'il ajoute à sa main après avoir dépensé les 3 $. Le joueur vert est le deuxième à avoir la meilleure mise. Il va pouvoir prendre le deuxième allié dans sa main. Le joueur rouge n'a pas assez misé ce coup-ci. Il récupère l'argent dans sa valise et n'aura pas d'allié pour cet acte. Un joueur peut décider de ne pas parier pour obtenir un allié. Cependant, seuls les joueurs ayant parié peuvent obtenir des alliés. Si 2 joueurs n'ont pas parié, il n'y aura qu'un seul des alliés qui sera récupéré par le seul joueur ayant misé quelque chose. Il est possible de disposer plusieurs cartes argent dans un capot. Si vous avez une égalité, par exemple ici 3 et 3, ce sera alors l'ordre des joueurs qui va déterminer lequel des deux doit récupérer l'allié en premier. Si dans l'ordre de jeu le joueur jaune est avant le vert, c'est le joueur jaune qui récupère l'allié en premier. Il n'y a pas de phase de corruption lors de l'acte 4 puisque le jeu s'arrête après l'acte 4 et donc aucun allié n'est nécessaire. Une fois que tous les alliés ont été distribués, on passe à la dernière phase. Phase de don au parrain. À la fin de chaque acte, il est indiqué un nombre de cartes que vous allez devoir conserver dans votre main à la suite
du don au parrain. Donc lorsque vous faites un don au parrain, vous allez devoir vous débarrasser d'un certain nombre de cartes jusqu'à ce qu'il vous reste que 5 cartes dans votre main à l'acte 1, 5 cartes dans votre main à l'acte 2, 6 cartes dans vos mains à l'acte 3, et en fin d'acte 2, il devra vous rester 2 cartes. Ces 2 cartes devront être des cartes d'argent que vous pourrez disposer dans votre valise. Avant de faire son don au parrain, un joueur ayant un allié qu'il a joué sur la table doit le récupérer et le mettre dans sa main. À ce moment-là, il peut alors éliminer des cartes pour n'avoir plus que le nombre voulu selon l'acte. La fin de l'acte 4 est un peu particulier. Comme je vous l'ai dit, vous allez devoir conserver uniquement 2 cartes d'argent qui pourront aller dans votre valise. Entre 2 actes, vous allez retirer toutes les figurines du plateau. C'est à ce moment-là qu'une figurine morte dans le Tsun peut être récupérée. Vous allez remettre la voiture de police à la première phase. Avancer à l'acte 2 et à l'acte 3, vous allez pouvoir récupérer les figurines des familles qui étaient jusqu'à présent indisponibles. Vous allez également remettre les cartes boulot publiques vides avec un nouveau boulot. Et vous allez disposer les nouveaux alliés correspondant au nouvel acte. En fin de partie, chaque joueur révèle le contenu de sa valise. On détermine les bonus de 5 $ pour chaque mission de chaque couleur. Les bonus de 5 $ pour les marqueurs territoires. On les ajoute à l'argent et on compte cet argent pour savoir qui a le plus d'argent des différents joueurs. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour jouer au parrain. Bon jeu!